Bonjour, aujourd'hui la première partie des commentaires au sujet de la monodie d'Electre. Alors la monodie d'Electre est ainsi appelée car il s'agit d'un chant ou d'une prise de parole donc non partagée par assumée par un seul acteur. Donc on l'appelle également parfois ce passage le mélodrame d'Electre. Donc ce chant monodie ou mélodrame n'en est peut-être pas un, dans la mesure où nous allons voir que le rythme est assez variable dans ce passage. Toujours est-il que la monodia est un chant ou un passage lyrique qui permet l'entrée du personnage principal sur la scène et qui permet également l'entrée du lyrisme sur scène. Après le départ d'Oreste, nous assistons à l'entrée, à la mise en valeur, à la mise en lumière des sentiments et à commencer par celui du deuil d'Electre. Alors, ce passage, cet extrait nous fait penser au chant choraux tragique dans la mesure où nous pouvons y déceler deux parties. La première partie peut être qualifiée de strophe, 86 à 103, ce sont 17 vers qui suivent un mouvement strophique, donc qui guide la compréhension du public dans une direction. Y est développé notamment l'idée de tristesse, mais également le sentiment de désespoir de la jeune femme qui fait la somme des nuits agitées et des deuils exprimés, ces lamentations infinies. Nous avons cette expression dans la traduction. Arès, le meurtrier, est également mentionné et cette allusion à Arès, le dispensateur habituel des coups qui blessent ou qui tuent, n'est pas dépourvue de reproches. Elle eût préféré Electre que son père perdit la vie à Troie et non de manière infamante, comme cela s'est produit à son retour de la guerre. Donc voilà pour cette première partie que l'on peut qualifier, qui nous fait penser aux strophes des passages purement lyriques des chants du cœur dans les tragédies grecques. Et la deuxième partie de la structure donc commencerait donc à partir de ce alumende qui fait office de basculement, de point de basculement, et cette antistrophe donc commencerait à ici à partir de l'exo trénon stugeron tegon. Cette deuxième partie est empreinte d'un élan, contraire. Electre exprime un espoir qui semble renaître. Elle croit pouvoir retrouver un jour son frère et s'adresse de manière dynamique et comme on pourrait le dire aujourd'hui positive aux divinités. Elle attend de ces divinités un soutien et donc portez-moi assistance, et apportez-moi et amenez-moi, envoyez-moi mon frère Tonémon à Delphone. Donc voilà deux mouvements contraires qui nous font penser aux mouvements contraires que nous verrons dans peu de temps, qui servent à marquer les danses contraires et les discours contraires des chœurs et du coryphée. Donc là, nous avons apparemment une entrée dans le lyrisme, mais si nous regardons les vers employés, nous observons que cette composition symétrique fait penser au chant du cœur, mais qu'elle s'oppose à l'idée du vers dominant, l'idée d'un vers qui accompagne la marche et non la danse. C'est l'anapeste, le vers anapestique. Mais alors ce vers anapestique n'est pas seul. Alors si on regarde, nous avons par endroits des vers parémiaques. Alors les vers parémiaques, ce sont les vers 88, 89 et 105, 106. Alors regardons les deux premiers. Kaiges isomoir aer osmoi polas mentrenonodas. Donc là, ces vers sont parémiaques. En fait, qu'est-ce qu'un vers parémiaque? C'est un vers qui est composé de 7 syllabes longues, alors de 7 temps, et
voilà, polasmentrenon oda, 7 syllabes ici longues, et c'est le cas des deux autres vers qui apparaissent dans cette monodie, 89 et 405. Le 106, le vers 106 présente à la place de l'antépénultième long deux syllabes brèves que j'ai mises en vers. Hormis ces parémiaques, nous avons affaire au vers 86 à une moitié de vers anapestiques. Cette structure se retrouve au vers 103 et au vers 116. Donc au Phaosagnon, en fait, nous avons un demi-vers anapestique. Alors qu'est-ce que le vers anapestique? Parce que tous les autres vers sont des vers anapestiques ou anapestes trénétiques, dans la mesure où ici ils sont réservés à l'expression lyrique du chant de deuil. Eh bien, ce sont des vers donc qui sont, comme leur nom l'indique, qui comportent une majorité d'anapestes, une suite donc de trois temps, de trois syllabes, deux brèves suivies d'une longue. Et ces trois temps sont organisés en deux groupes de 2 pieds. C'est pour cela aussi que nous appelons ces vers des dimètres anapestiques. Il y a deux groupes de 2 pieds, que j'ai séparés par un trait vertical. Donc l'anapeste, le schéma canonique, c'est celui-ci, vous voyez, 2 brèves suivies d'une longue, mais le cas de figure ne se retrouve dans aucun de ces 3 vers. Alors pour quelle raison? Regardez, le vers 90 commence par 4 syllabes longues, et c'est seulement au dernier pied que nous trouvons un anapeste. En revanche, le vers 92 contient 3 anapestes en position 1, 2 et 4. Le vers 102 a retenu mon attention car il illustre la possibilité du vers que l'on trouve dans le vers anapestique d'être catalectique, donc c'est-à-dire de présenter une partie manquante du dernier pied. Donc vous voyez, si nous comptons les pieds, adikos un anapeste, oitros un spondé, donc qui peut remplacer l'anapeste, tétanon un anapeste, et la syllabe tos se retrouve seule, et donc nous appelons ce vers anapestique catalectique. Donc une conclusion sur ce rythme. Le rythme ici nous indique bien que cette monodie d'électre ou ce mélodrame faisait office de transition sur le plan du rythme entre les dialogues parlés et écrits, les dialogues entre Oreste et le pédagogue, et éventuellement pour quelques vers Pylade, et je vous rappelle que ces vers étaient écrits en trimètre iambique, donc une monodie qui fait la transition entre ces trimètres iambiques de la conversation du quotidien et le chant du cœur. On ne sommes pas encore au chant du cœur, il va commencer dès le vers 121, et donc ce récitatif doit être dit d'une manière particulière, ni parlé de manière ordinaire normale, ni chanté. Et Sophocle lui a associé un rythme, une métrique particulière propre à suivre la marche des personnages et donc à introduire de manière progressive l'expression du lyrisme. Nous entrons dans le lyrisme, la transition se fait donc en douceur, et l'échange suivant, donc le dialogue entre le cœur et l'électre, sera plus intense en termes d'expression des émotions. Quelques remarques à propos de la mythologie. Il est question de l'image du rossignol 107 à 109, et là nous constatons que Sophocle a voulu faire établir un parallèle entre Électre et ce rossignol auquel elle se compare, le rossignol meurtrier, Technoleteiros tir aedon. Ce rossignol meurtrier n'est autre que Procné, qui a été changé en rossignol pour la punir d'avoir tué son propre fils et d'avoir privé son époux d'une descendance. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? C'est parce que son époux Thérée avait violé sa sœur. Donc elle a trouvé ce moyen de vengeance, et
en fut châtié. Donc Electre ne se considère pas dans le cadre de bien sûr de la normalité des actions humaines. Elle a bien conscience qu'elle s'apprête à venger, et elle emploie le terme, aidez-moi à tirer vengeance, du Teisaste, Patros, Phonon et Métérou, et elle se situe dans la lignée de ces personnages de la mythologie. Deux autres références mythologiques, si l'on accepte les Érini, l'union de la Terre et d'Uranos, son fils, au vers 86-87, la Ges Issomoia Aer, donc qui est un souvenir d'Hésiode, et comme nous en parlions rapidement tout à l'heure, l'allusion à Arès dont l'hospitalité se mesure en nombre de coups reçus. Ici, Arès le meurtrier n'a pas accueilli favorablement pendant son séjour en terre étrangère, Katab Barbaronaian, sur la terre étrangère, Arès n'a pas été généreux en termes de coups blessants ou mortels envers son père Agamemnon, et c'est ici une déploration, un reproche, une plainte de la part d'Electre qui ne parvient pas à se remettre des conditions, des circonstances de la mort de son père. Donc dans une prochaine vidéo, nous compléterons ces commentaires au sujet de la monodie d'Electre.